Police in Japan have arrested Mark Karpeles, the CEO of a failed Bitcoin company. Mt. Gox was one of the world's largest Bitcoin exchanges until last year. Karpeles, prodige de l'informatique, multimillionnaire et passionné par le Japon. Mon ambition, c'est de devenir maître du monde, mais je pense que je ne suis pas le seul. Gérer des humains, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer des serveurs. Franchement. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto pour un tout nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'histoire d'un des acteurs les plus controversés de l'univers crypto et qui aujourd'hui fait encore parler de lui. Il est français et a été à la tête de la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin au monde, allant jusqu'à contrôler près de 80% des échanges mondiaux. Je vous présente celui qu'on surnomme le baron du Bitcoin, Mark Karpeles. Avant que la vidéo ne commence, pense bien à t'abonner et à laisser un super pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci du soutien et allez go, on est parti! Mark Karpeles est né le 1er juin 1985 à Chénov et a grandi à Dijon avec sa mère, Anne Karpeles, qui est institutrice. Dès l'âge de 3 ans, il découvre la programmation informatique grâce à sa mère, elle-même dingue d'informatique et de programmation. À ses 4 ans, il ne joue pas aux billes ou aux cartes, mais il code déjà des petits jeux vidéo, tous les samedis matins. La programmation devient alors sa passion dès le début de sa vie. Ses proches remarquent chez lui une capacité d'apprentissage hors du commun et un caractère très introverti. Sa mère le décrit comme un garçon curieux, enjoué, joyeux et avec une grande concentration. Il apprend bien plus vite que les garçons de son âge. Avant de rentrer à l'école, il sait déjà parfaitement lire et compter. Sa mère fait rapidement tester le quotient intellectuel de son fils et le résultat est sans appel, 190 de QI. Le petit garçon est officiellement surdoué, ce qui par conséquent le met très rapidement en marge du système scolaire. En 1992, Anne Karpeles profite d'un nouveau travail pour trouver à son fils une école spécialisée. Il quitte alors leur région bourguignonne pour la capitale. À 7 ans, Marc découvre Paris et sa nouvelle école adaptée à son cerveau de génie, située dans le 15e arrondissement. À 12 ans, il veut déjà devenir roboticien, soit ingénieur et chercheur spécialisé dans la conception et l'utilisation de la programmation des systèmes automatisés. Il développe vite une obsession quasi clinique pour son ordinateur. Un nouvel univers s'ouvre alors à lui, les mangas. Il trouve de l'intérêt pour le Japon dès l'adolescence, mais dans les années 90, être geek n'est pas si simple. Mark n'est donc pas forcément l'adolescent le plus populaire de son collège et à 15 ans, il s'isole de plus en plus. Il n'arrivait pas à trouver un copain qui soit comme lui, qui pourrait discuter à la fois de cuisine, d'informatique, de physique quantique, d'électronique et de manga. Mat dans sa peau, naïf, Marc a tout de l'adolescent souffre-douleur. En 2001, il rentre au lycée Claude Bernard et termine ses études en 2003 au lycée Louis-Armand de Paris. Pour lui, les années lycée deviennent progressivement invivables. Il aurait pu faire de brillantes études, mais une fois son bac obtenu, il arrête tout en 2003. Persuadé qu'il peut se prendre en main tout seul. À seulement 18 ans, il décroche un premier boulot en tant que développeur chez Linux Cyberjoueur, une société créant des jeux vidéo, mais rapidement, le surdoué s'ennuie dans cette entreprise. Il prend alors des libertés avec le site de son patron et crée lui-même un programme de sécurité. Mark prend alors de plus en plus d'initiatives personnelles, allant jusqu'à mettre en place un système détournant les données confidentielles de l'entreprise. Suite à cela, ses relations avec son employeur se dégradent. Et Mark finit par démissionner à l'été 2005. Sa première expérience de travail est donc un échec. Pire, son patron porte plainte contre lui pour piratage. À tout juste 20 ans, sans emploi, il se réfugie derrière son écran. À cette époque, un blog fait également son apparition sur le net. Il est écrit par un mystérieux Magical Tux. Derrière cet avatar se cache Mark Karpeles, qui se livre quotidiennement sur son blog. Si Mark n'est pas très sociable dans la vraie vie, Magical Tux, lui, est de plus en plus populaire chez toute la communauté nerd. Il acquiert même une certaine audience. Nuit et jour, Magical Tux donne des conseils de code, de sécurité informatique, mais aussi des petites astuces de piratage. En 2007, il se fait repérer par une équipe de tournage qui prépare un documentaire vidéo sur l'univers geek.
Il y fera alors une apparition. Le documentaire devient culte et Karpelès une petite légende dans le milieu nerd. Confiant, le Français se relance à la recherche d'un emploi. Marc pousse alors timidement la porte de Nextway, une start-up de e-commerce. Il ne se démonte pas du tout et demande un salaire mirobolant. À toutes mes questions et à toutes mes suggestions, toutes mes interrogations, c'était oui. Tout était possible avec lui, dira son ancien patron lors d'une interview. Très rapidement, l'entreprise Nextway accepte cette condition. Marc ne s'arrête alors plus de travailler, de jour comme de nuit. Pour la première fois, il semble avoir trouvé un équilibre, entouré de personnes qui acceptent avec bienveillance ses obsessions presque maladives. Pendant 2 ans, Marc se plie aux règles et son patron le décrit comme un travailleur acharné, qui ne quitte jamais son ordinateur. Mais il n'a pas oublié ses rêves d'enfant. Marc a toujours été fasciné par le Japon depuis son adolescence, grâce notamment à sa culture atypique et aux nombreux mangas qu'il a pu dévorer. Il n'a que 24 ans, mais il se sent prêt à tenter la grande aventure seul. En 2009, il décide alors de partir vivre au Japon. Il débarque à Tokyo, il se perd dans cette ville colorée où l'économie est florissante. Il peut enfin être lui-même, c'est la réalisation d'un rêve. Son cerveau est en ébullition, il apprend le japonais en seulement quelques mois. En arrivant à Tokyo, Karpelès connaissait déjà le japonais commercial. C'est à ce moment-là que Marc rencontre Julien Laglace et se lie d'amitié avec lui. Le 29 octobre 2009, Julien suit Marc quand il lance sa société qu'il nommera comme son chat, Tiban. C'est une entreprise qui développe des sites internet, rien de révolutionnaire en soi, mais Laglace a confiance en ce surdoué bourré d'audace. Mais ce dernier va tout de même être attrapé par ses erreurs de jeunesse. En 2010 s'ouvre le procès initié par son ancien employeur. Malgré les accusations sévères de piratage, Marc Karpelès reste à nouveau incapable de faire face au monde réel et ses complexités. Il ne se présente pas au tribunal, car à ses yeux il est innocent. La condamnation est alors très sévère. 1 an de prison avec sursis et 45 000 € de dommages et intérêts pour piratage et vol de données. Malgré cette mésaventure, cela ne l'empêche pas de trouver le bonheur de l'autre côté du globe en rencontrant une japonaise, se marie et devient même papa. Avec sa société Tiban, spécialisée dans l'hébergement web et le développement d'applications, un client lui propose alors de le payer en Bitcoin. C'est donc cette personne qui a potentiellement fait découvrir au PDG de Tiban la monnaie virtuelle qu'est le Bitcoin. À cette époque, le Bitcoin n'est alors créé que depuis seulement 1 an. Marc est immédiatement intrigué par cette crypto-monnaie. Il est hypnotisé par la technologie elle-même et veut tout comprendre du système de cette monnaie virtuelle. Il veut tout maîtriser. Il découvre alors une des rares plateformes utilisant déjà le Bitcoin comme moyen de paiement, Mt. Gox. À cette époque, l'entreprise est spécialisée dans l'échange de cartes magiques, très prisée par la communauté geek. En mars 2011, Jed McCaleb le contacte pour lui proposer d'acheter Mt. Gox. McCaleb se dit dépassé par l'ampleur du site et Marc rachète finalement Mt. Gox à 88%. Son idée ? Utiliser la plateforme existante et remplacer les cartes magiques par des bitcoins. L'entreprise est florissante. En 2013, Marc Karpelès affirme contrôler près de 80% des échanges mondiaux de Bitcoin, soit 5 à 20 millions de dollars de transactions quotidiennes. Le problème est qu'à cette époque, la plateforme est déjà endettée de 80 000 Bitcoins suite à un piratage dans le passé et dont le public n'est pas au courant. En rachetant Mt. Gox à Jed McCaleb, Marc Karpelès devient donc actionnaire majoritaire à 88% au nom de sa société Tiban. Ce qui aurait pu lui faire éveiller ses soupçons, c'est que les 88% de la société lui ont été cédés gratuitement. Cependant, en échange, il devait partager avec McCaleb les bénéfices de la plateforme pendant 6 mois et ne pas le tenir légalement responsable des problèmes qui auraient pu survenir. Pour information, Jed McCaleb est l'ancien CTO de la société Ripple. Oui, la société derrière XRP. Avec du recul, il est aujourd'hui évident que Jed souhaitait se débarrasser de la bombe qu'il avait entre les mains en le cédant au premier naïf venu, avant que les problèmes graves n'apparaissent. À la même époque, la crypto-monnaie devient de plus en plus médiatisée et de nombreux comptes s'ouvrent tous les jours, de quoi attiser la convoitise des cybercriminels. Le PDG subit alors des attaques informatiques assez régulièrement. Le 19 juin 2011, 3 mois après le lancement de Mt. Gox, Marc est victime d'un premier bug. Des hackers ont réussi à s'introduire dans son système de sécurité, dérobant ainsi 40 000 bitcoins. Le site ferme alors brutalement et Marc disparaît durant 48 heures.
Il travaillera d'arrache-pied pour rouvrir Mt. Gox le plus rapidement possible et résoudre tous les bugs. Pour assurer ses investisseurs, il transfère en direct sur un forum 424 242 bitcoins, soit 170 millions de dollars en bitcoin. Tout cela pour prouver que Mt. Gox est toujours solvable. Les clients reviennent et de plus en plus de comptes sont créés. Mt. Gox devient alors la référence dans le milieu. Et Karpelès a atteint le sommet de sa carrière avec sa vision de l'avenir des crypto-monnaies, qui l'a conduit à développer une plateforme d'échange qui est devenue la plus importante au monde. En 2012, Karpelès marquera un autre exploit dans sa carrière. Avec Gavin Anderson et d'autres collaborateurs, la fondation Bitcoin a été créée. Cette organisation à but non lucratif cherche à créer un espace standardisé qui permettrait au projet de progresser et de se développer en douceur. Mark décide alors de donner 5000 bitcoins à la fondation. Depuis plusieurs années, le succès sourit à Karpelès. D'une part, sa plateforme Mt. Gox se développait rapidement et sa richesse avec elle. Mais de l'autre, des succès tels que la création de la fondation du Bitcoin, dont il faisait partie, lui ont donné une énorme présence dans la communauté crypto. Cependant, tout commençait à changer radicalement pour Karpelès. Mt. Gox unexpectedly shut down today. One of the world's biggest Bitcoin exchanges has filed for bankruptcy. Faillite retentissante du système d'échange de bitcoins. La plataforma de la moneda virtual Bitcoin Mt. Gox se declara en quiebra. We are working on it, but anyway, in the meantime, we are sorry for the troubles caused by this. Fin 2013, le cours du Bitcoin s'emballe. Il s'envole jusqu'à 1000 $. Les utilisateurs de la plateforme commencent à avoir affaire à des difficultés pour retirer leur Bitcoin. Début 2014, Mt. Gox bloque tous les comptes de ses clients et le site ferme. C'est la panique générale et le Bitcoin perd la moitié de sa valeur en moins d'une semaine. La société annonce avoir subi plusieurs attaques informatiques faisant disparaître 850 000 bitcoins, soit près d'1 milliard de dollars à l'époque. Dans les semaines suivantes, le site rouvre et des spéculateurs proposent aux clients de racheter leur compte avec une forte décote, misant sur une nouvelle embellie. Les spécialistes commencent à soupçonner Mark Karpelès d'être derrière toutes ces manœuvres, d'autant que l'on découvre dans le même temps qu'il est dans le viseur de la justice américaine. En effet, le Français qui s'est ouvert au marché américain n'y a pas déclaré son entreprise comme transfert de fonds. La justice américaine lui réclame donc 5 millions de dollars. Son empire s'effondre et finalement, le 24 février, Karpelès a pris la décision de fermer la plateforme, d'annuler son compte Twitter et de démissionner de son poste au conseil d'administration de la fondation Bitcoin. Dans le même temps, il a déclaré la faillite de la société devant les autorités japonaises et américaines. Les journaux du monde entier en parlent. Le cours du Bitcoin s'effondre et des milliers de personnes perdent leurs économies. La plateforme devient inutilisable, le site web inaccessible et Karpelès ne répond plus à aucune sollicitation. Une situation de crise s'installe et ne semble pas être bien gérée par le français. Le 28 février 2014, c'est-à-dire 21 jours après la fermeture du site, Karpelès réapparaît enfin, entouré d'une armée d'avocats. Le français a troqué son t-shirt geek pour un costume cravate et s'apprête à faire des excuses publiques. Il annonce alors que 750 000 bitcoins ont disparu, soit 500 millions de dollars à l'époque. On soupçonne rapidement le PDG d'être à l'origine de cette disparition. Mark évoque un piratage de grande envergure par des cybercriminels. La société est donc déclarée en faillite. Des doutes s'installent sur l'honnêteté de Karpelès. Il est rapidement accusé par ses clients de détournement de fonds. En réalité, l'exchange était siphonné depuis 2011 et n'a déjà presque plus de liquidité à la moitié de l'année 2013. Même Mark n'a apparemment pas connaissance de ce vol de masse. Il est annoncé quelques semaines plus tard que 200 000 bitcoins sont retrouvés sur un vieux wallet de l'entreprise. Mais le flou règne toujours. Les investisseurs sont très en colère contre le français. Fin 2014, une procédure judiciaire est cette fois lancée en France par le tribunal de grande instance de Pontoise, à la suite d'un dépôt de plainte pour tentative d'escroquerie et abus de confiance. Le 1er août 2015, il est alors arrêté par les autorités japonaises à Tokyo pour des soupçons de détournement de fonds et de manipulation de données dans le système comptable des comptes de sa société. Son arrestation fait le tour des news internationales. Le 11 septembre 2015, il est alors mis en examen au Japon. Il est soupçonné d'avoir détourné 2,3 millions d'euros de dépôts en bitcoin. En juillet 2016, après 10 mois de détention au cours desquels il perd 35 kilos, il est libéré sous caution.
Karpelès n'a jamais avoué avoir volé du Bitcoin. Malgré la pression mise par les services judiciaires et les forces de l'ordre japonaises, il continuera de clamer son innocence. Mark Karpelès plaide non coupable le 15 mars 2019. Il est condamné à 2 ans et demi de prison avec sursis et 4 ans de mise à l'épreuve pour manipulation de données. Une peine que l'on peut considérer comme minime en comparaison aux 10 ans de prison ferme qu'il aurait pu prendre. Mark a dû payer 10 millions de yens pour sortir de prison. Après plusieurs enquêtes, il semblerait qu'on ait les éléments pour prouver que les bitcoins dérobés de 2011 à 2013 soient allés en grande majorité vers la plateforme BTC. Il aurait rejoint des réseaux de blanchiment d'argent. Des suspicions se sont alors portées vers la Russie et surtout vers Alexander Vinnik, ressortissant russe de 38 ans, arrêté en 2017 par les autorités américaines. Il était administrateur de la plateforme BTC, elle-même concurrente de Mt. Gox. Il a été révélé que plus de 4 milliards de dollars de bitcoins sales ont été blanchis par ces plateformes, une partie de cette somme étant issue des piratages de Mt. Gox. Le reste provenait de virus informatiques verrouillant des fichiers importants de l'utilisateur et exige une rançon payable en bitcoin pour les déverrouiller. Alexander Vinnik avait un double intérêt à détruire Mt. Gox. Premièrement, il pouvait voler les bitcoins conservés sur la plateforme, mais en plus, la disparition de Mt. Gox lui aurait permis d'obtenir une partie de la clientèle de ce qui était la plus grosse plateforme d'échange à l'époque. Depuis fin janvier 2020, il a été extradé de Grèce en France dans l'attente d'une éventuelle extradition ultérieure aux États-Unis pour qu'il y soit également interrogé et jugé. En réalité, Mark Karpelès aurait simplement mal géré la plateforme et aurait été complètement dépassé par les événements, notamment par les sommes démentielles qu'il avait à administrer et qui ont attiré de nombreux cybercriminels. En conclusion, même si Mark Karpelès est un codeur plus que brillant, il reste un chef d'entreprise laissant à désirer. Certains le haïssent, d'autres l'idolâtrent. Il est difficile de ne pas le voir comme une victime, vu ce qu'il aura subi tout au long de son histoire. Notre français aura permis au grand public de découvrir ces monnaies d'un nouveau genre et surtout leur impact réel sur la finance d'aujourd'hui. De John Geek à chef d'entreprise gérant des millions de dollars pour finalement finir repris de justice. En 2019, il décide d'aller à la rencontre de sa communauté crypto en faisant une FAQ sur Reddit. Il y explique son histoire et présente aussi ses excuses. Aujourd'hui, Mark Karpelès prévoit de lancer Unbox, un site indépendant évaluant les niveaux de risque des différentes plateformes et projets dans les crypto-monnaies, avec une partie gratuite et un contenu premium payant, imaginant aussi des services d'audit pour des entreprises présentes ou souhaitant s'introduire sur ce marché qui, comme vous le savez, est souvent considéré comme très opaque. Et c'est ainsi que se finit l'histoire de Mark Karpelès, le baron du Bitcoin. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pense bien à t'abonner et à laisser ton meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Story of Crypto. À très vite! Est-ce que tu veux toujours devenir maître du monde? Oui, ça toujours. C'est toujours dans ma liste. C'est un peu plus bas pour l'instant. J'ai d'autres priorités, mais c'est toujours là.